1967, avant la Nakba, le territoire vert, c'est ce qu'on appelle la Palestine. Avec la Nakba, la situation, c'est comme ça. Israël occupe ce territoire. Ah, non, ça, excusez-moi, ça, c'est le plan de partition des Nations Unies. Et quand arrive la Nakba, la guerre, en 1948, les Israéliens prennent le contrôle du territoire blanc. À partir de 1999, et aujourd'hui c'est encore un peu pire, avec la construction du mur de séparation, les toutes petites pièces vertes qui restent, c'est tout ce qui reste de la Palestine. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et si on ne fait pas quelque chose très rapidement, il n'y aura plus de petites taches vertes. La Palestine, ça va être fini. Les Palestiniens, ils sont dans les petites taches vertes, ils sont aussi un peu dans les espaces blancs, mais ils existent presque plus parce que chaque jour, littéralement, la police, l'armée, les avions, les drones, les pylônes, avec des miradors, avec des soldats à l'intérieur, les contrôles, font les checkpoints, empêchent les gens de circuler, empêchent les gens d'aller à l'école, empêchent les gens d'aller à l'hôpital. C'est vraiment une situation terrible. Alors, pour se donner une idée, à Gaza, 1,8 million de personnes qui vivent dans cette espèce de prison à ciel ouvert, 80% d'entre eux, pour manger, ont besoin de l'aide internationale, 50% de chômage, il n'y a presque plus rien qui fonctionne, 95% des usines et des magasins ont été détruits par la guerre. Depuis 1992, le blocus a commencé, mais depuis 2006, il est complet. On se rappelle qu'il y a 2 ans, l'opération Plomb Durci avait provoqué 1400 morts, avait détruit des écoles, des hôpitaux, les systèmes de traitement d'eau, donc il n'y a plus d'eau potable pour bien des gens, il n'y a plus d'aqueduc, il n'y a plus de système d'égout, il n'y a presque plus d'électricité, c'est très difficile la situation. C'est un blocus qui est illégal, le Comité international de la Croix-Rouge le dit, le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a dit, plein de juristes reconnus le disent. Malgré tout, la plupart des États, et malheureusement, surtout le gouvernement canadien, aujourd'hui, qui est au Québec, pas au Québec, mais qui est au Canada, M. Netanyahou, qui est là, qui serre la main, qui fait comme larron en foire avec M. Harper. Bien, comme les États font rien, il y a des citoyens qui ont décidé de faire quelque chose. En 2008, il y a un bateau, une initiative comme celle qu'on a faite qui est partie. En 2009, il y avait 2 bateaux. En 2010, il y a eu 6 bateaux. Et en 2011, on était 10 bateaux à partir. Alors, c'est comme ça qu'on montre que M. Harper peut parler à Ottawa. Mais dans les faits, la population montre concrètement, avec des gestes pratiques, qu'elle est prête à s'engager, elle est prête à dénoncer la situation. C'est par des résolutions, ça c'est la résolution de titre. Une résolution comme ça, il y en a plus de 200 groupes au Québec qui en ont adopté une. Donc ça, c'est très important pour montrer que ce n'est pas seulement un petit groupe, c'est 200 groupes, 200 organisations-là à travers le Québec. On compte de très grandes organisations comme les syndicats, la CSN, la Confédération des syndicats nationaux, la FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec. Le SFPQ, c'est le syndicat de la fonction publique du Québec et la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec. Chacune de ces organisations-là compte des centaines de milliers de membres. Et dans la campagne qu'on a faite, on a pu parler dans leurs congrès, parler dans leurs instances, être entendu et avoir un vote d'appui. Donc c'est très important politiquement ce qu'on a réussi à faire. On a aussi été convaincre des groupes très importants comme la Ligue des droits et libertés, l'ACOSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Toutes les ONG du Québec se sont mis ensemble et ont appuyé à la fois le bateau, mais ils ont appuyé aussi les revendications des Palestiniens. Le FRAPRU, le principal groupe qui travaille sur la question du logement. La Fédération des femmes du Québec. Et on a aussi eu, ça c'est seulement un échantillon évidemment, des groupes de toutes les confessions. Un groupe par exemple qui s'appelle Voix juive indépendante, Entraide missionnaire qui est une organisation chrétienne, puis la Fédération musulmane du Canada, dont le centre ici fait partie. Donc ça c'est très important. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un peu comment ça s'est passé sur le bateau. Ce que vous voyez, c'est différentes personnes. Ça c'est le bateau, c'est un très beau bateau que vous avez réussi à acheter. Donc c'est pas un bateau pour jouer dans la baignoire, c'est la vraie chose, un grand bateau en acier avec des moteurs puissants et puis qui avait la capacité de transporter beaucoup de gens. C'était pas un bateau qui était confortable pour ses passagers, mais c'était la vraie chose. Et puis on s'était associé avec des Belges puis avec des Danois. Vous pouvez voir, bon ça c'est les Danois, les Belges, qui appuyaient la campagne et qui avaient quelques délégués à bord. Vous voyez des gens, peut-être que certains d'entre vous allez reconnaître ici, on voit le docteur Bachar El-Sol, qui est un des membres de la communauté montréalaise et qui est le président, si je ne me trompe pas, de la Fédération canadienne. Alors, ça, c'est les gens qui étaient à bord. Ici, c'est le monsieur qui était notre capitaine, normalement. Alors, ça vous montre qu'on était là pour vrai. Encore le docteur Bachar, on vous avait parlé de médicaments qu'on apportait à Gaza. Donc, c'est pas du pipeau, il y a des vrais médicaments. C'est intéressant de voir pourquoi
les médicaments sont dans des drôles de boîtes, des boîtes qu'on prépare comme des boîtes de fèves, hein? Beans. Alors, simplement parce qu'effectivement, on a trouvé en Grèce une situation constamment qui était la même. D'une part, les gens disaient « on vous appuie » et on disait aussi « on a peur ». Parce qu'il y a des investisseurs, il y a des gens qui ne veulent pas. Alors, les compagnies pharmaceutiques grecques ont fait un deal avec nous. On avait 30 000 $ pour acheter des médicaments. Ils nous en ont donné pour 45 000. On ne peut pas leur reprocher, au contraire, on va les remercier. Mais ils ont dit il ne faut pas que ça sache que ça vienne de chez nous. Donc, ils ont sorti les médicaments des boîtes officielles pour les mettre dans ces boîtes-là pour qu'on puisse les transporter sans faire identifier les médicaments, d'où ils venaient. Tout à l'heure, je parlais de pression qu'on a fait au niveau politique. Ici, on est à bord du navire. Ce monsieur-là, c'est un député grec. C'était le député de l'endroit où on était qui est venu nous appuyer. Parce que quand le gouvernement grec s'est mis à dire qu'on ne pouvait pas aller, on faisait la première page des journaux en Grèce, tout ça. Et on avait un des problèmes, c'était que 2 des bateaux de la flottille ont été sabotés. Évidemment, ceux qui ont fait les sabotages n'ont pas laissé une carte d'affaires pour nous dire c'est moi qui a été brisé votre navire, mais on sait très bien que c'est le Mossad, les services secrets israéliens qui ont fait ça. Alors nous, pour ne pas être mis dans cette situation-là, 24 heures sur 24, on s'est mis en équipe et on assurait la protection de notre navire nous-mêmes. Alors c'est simplement la photo d'un des membres de notre équipe qui est en train de faire ça. On avait aussi une des grandes missions de l'opération, un des grands objectifs de l'opération, c'était de ramener à la première page de l'actualité ce sujet-là. La question de Gaza et la question de la Palestine en général, c'est comme toutes les vieilles nouvelles, ce n'est plus une nouvelle même si ce n'est pas réglé. Alors on peut passer des jours, des semaines sans voir quoi que ce soit dans les journaux. Alors là, ce qu'on avait avec nous, tout ça, ce sont des journalistes. Donc ça, c'est un journaliste iranien, un journaliste du Canada anglais, Madame Chatzka de Radio-Canada, Radio-Canada, Monsieur Rankin du Toronto Star, j'ai oublié son nom, mais c'est un journaliste danois, un journaliste allemand, un journaliste indépendant du Québec, un journaliste turc, une autre danoise, ainsi de suite. Alors tout ça pour dire qu'on avait sur le pied, il manque d'autres journalistes. Il y avait une journaliste russe, il y avait un journaliste, j'en oublie, mais la liste est là, il y a un rapport qui vous donne tous les détails. Et puis ici, ben moi, ça, je tenais vraiment à vous montrer ça. Ça a l'air d'être juste un Salmigondi de fil et de petites boîtes. Mais pour nous, si vous avez écouté la télé et que vous avez vérifié que ce soit sur Al Jazeera ou sur Press TV ou Radio-Canada, quand ils avaient des images, ces images-là, ils venaient toutes de là. Donc une partie des sous que vous avez donnés a servi à quoi? À acheter cet équipement-là qui nous permettait d'avoir une connexion satellite directement. Et qui, même si les autres essayaient de nous bloquer, on était capable de communiquer en mer avec cet équipement-là. Donc on voit les journalistes en train d'envoyer des choses. Ensuite, l'autre chose, que là je vais vous expliquer ce qui est en train de se décider là. Le gouvernement grec, pendant les 3 premières semaines où on a été en Grèce, essayait de trouver des arguments techniques pour nous empêcher de partir. Il disait, avec des choses ridicules, il n'y a pas assez d'eau chaude sur le bateau. Des choses comme, il n'y avait pas de couchette sur le bateau, on devait dormir par terre, tout ça. Donc il disait, vous ne pouvez pas être sur le bateau s'il n'y a pas de couchette. Alors que c'est un bateau qui fait 40 ans qu'il navigue dans les eaux grecques, qui n'avait jamais eu de problème, mais là, tout d'un coup, c'est important qu'on puisse faire dodo. Et autre problème comme ça. Alors, nous, on a dit, non, on n'accepte plus, puis ils envoyaient constamment des gens, ils ont dit, par exemple, vos moteurs ne sont pas en bon état. Alors que nos moteurs sont en excellent état, on a fait venir un ingénieur qui a évalué les moteurs, qui a dit, les moteurs sont en très bon état, il signe un papier, il dit, les moteurs vont bien. Le gouvernement grec nous dit, qu'est-ce qui prouve que cet ingénieur est vraiment ingénieur? Vous voyez le genre d'attitude et de pratique qui était là. Donc on a dit, basta. Nous, on ne respecte plus les consignes du gouvernement grec. Et là, la photo que vous voyez là, on est en train de voter en disant, nous, on part avec ou sans l'autorisation du gouvernement grec. La photo qui est là, quelques heures après qu'on ait pris le vote, parce qu'il y avait des préparatifs techniques à faire, le monsieur qui est en blanc ici, et qui a beaucoup nous aide à circuler, comme vous pouvez voir. En fait, il est venu, c'est un officier de la garde côtière grecque qui vient pour saisir les papiers d'immatriculation du bateau. Alors, un bateau, c'est comme une voiture, s'il n'y a pas les papiers, tout ça, tu ne peux pas circuler avec. Donc, ça aurait donné l'autorisation à la garde côtière grecque de nous arrêter. Alors là, on a fait obstruction, ils nous voyaient, on était en train d'empêcher de circuler parce qu'ils voulaient saisir nos papiers. On a dit non, tu ne prendras pas les papiers du bateau. Alors, le monsieur a accepté de sortir sans prendre nos papiers. Mais ils ont envoyé un bateau de la garde côtière se mettre littéralement à 2 mètres de notre bateau.
en disant, bon ben, on n'a pas vos papiers, mais on vous surveille quand même. Ce que vous voyez là, c'est notre réponse. On a préparé le bateau en se disant, bon, mais ils ont des canons à eau sur leur bateau. S'ils envoient avec les canons à eau, on ne veut pas être éjecté par-dessus bord inutilement. On s'est protégé avec des filets comme ça. Et on a protégé l'intérieur du bateau. On a mis des obstacles en se disant, nous, on va partir. S'ils veulent nous prendre le contrôle, et on va prendre les mesures qu'il faut pour se protéger le mieux possible. Alors, on est parti. Et la garde côtière s'est mise en chasse contre nous avec les canons à eau. Il y avait le Dr Bachar sur le bateau qui trouvait que, ben, il n'était pas le seul, tout le monde trouvait qu'il y avait une ambiance, n'est-ce pas? Et donc on a fait une course, mais c'était pas seulement une course pour le plaisir de faire une course. L'objectif c'était de se rendre à 12 000 nautiques, parce qu'à 12 000 nautiques, on tombait dans les eaux internationales, et donc, si on réussissait à faire ça, on était libéré de la garde côtière grecque et on pouvait se rendre jusqu'aux eaux internationales, ben, de là jusqu'aux eaux de Gaza. On a tenu tête à ce bateau-là. Pourquoi on a été capable de tenir tête à ce bateau-là, même si c'était plus rapide que le nôtre? Parce que la population grecque était très sympathique. Et plusieurs Grecs étaient venus nous voir en disant, vous savez, les gardes-côtes, ils ont peur de vous. Parce que leur bateau, il est plus rapide, mais il est en fibre de verre. Puis le vôtre, il est en acier. Si jamais il y a un affrontement, c'est leur bateau qui se trouve au fond de l'eau. On dit, OK, très bien. on enregistre l'information. On part. Et là, ils ont essayé de se mettre devant nous. On a continué, ils ont eu peur. Ils se sont sauvés. 2 ou 3 fois, c'est arrivé comme ça, où ils n'osaient pas rester, parce que nous, on continuait. Puis là, ils se disaient, ben, ça va être la catastrophe. Alors ça allait avec le gros bateau, mais les Grecs ont aussi une armée. Ils n'ont pas seulement la garde-côte. Et là, il y a des petits bateaux Zodiac avec des soldats des forces spéciales grecques. Et ce sont eux qui nous ont attaqués. Ce sont eux qui ont pris le contrôle du navire éventuellement. Alors ça, c'est un peu, j'aurais envie de dire, la fin de l'épisode de ce que je peux vous raconter, de manière peut-être plus dynamique que moi. Un peu, que je m'habitue à... La petite poursuite que je vous ai décrite il y a 2 instants. Il y avait le reporter iranien qui était à bord, qui a fait un très bon reportage. Je ne sais pas si mon ami technicien. Was block. Was block from changing your default search. Je ne veux pas rien changer. Est-ce qu'il y a... c'est pas installé le... Il n'y a pas... Bon, ok. Moi, sur le mien, ça aurait fonctionné, mais... Bon. Oui, oui. Alors, pendant qu'on a fait ce truc-là, il y a eu pas mal d'actions, vous verrez tout à l'heure dans le bateau, mais les gens sont restés très cohésifs, sont restés très ensemble, et bon, éventuellement, vous allez le voir, on se fait raisonner, l'armée grecque ramène le bateau sur le quai. Ah, ça c'est très bon signe. Ok, parfait. Ah, ben finalement. Éliminer. Chase to the Tahrir, the Canadian boat in the Gaza Freedom Flotilla. It's made a bid for freedom just days after the Greek government officially announced it was enforcing Israel's blockade on Gaza. 2 of the activists stayed behind to block the path of the Coast Guard and give the Tahrir a head start. But the attempt to outrun the Greek military came to an end as soldiers on speedboats boarded the vessel 8 nautical miles from its starting point before it could reach international waters. The organisers of this boat had said that with or without the legal permission to do so, they would try and set sail to Gaza, and the Greek authorities said that they would try and stop them, and they have done so. The Greek Coast Guard has boarded this ship and is now sailing it back to Greek shores. Some of the Tahrir were pushed to the ground when they attempted to resist the boarding, but not a single shot was fired, and some of the soldiers even seemed apologetic for carrying out their orders. But questions remain over the legality of the Greek government's decision to trap the Freedom Flotilla, including foreign-flagged boats and ships on its shores. If somebody takes away a permission that they're not allowed to take, we shouldn't just stay there. We have the right to go. That's why we left. This is certainly outrageous. It's our boat. It's not even a Greek flag
what has happened is the Greek authorities have physically extended the blockade of Gaza to Greece. It's very clear from the behavior of the military that the people of Greece are with us. They just were very careful not to hurt us, and they kept saying they were just carrying out orders. I feel sad that we couldn't challenge the illegal blockade of Gaza, to open up Gaza to the rest of the world, and to end this brutality and to end this open-air prison situation that continues to exist, but it's only a matter of time. So if we didn't get there on this path, we're a step in the road, and we're a stone in the past. Passengers say their boat was damaged when the authorities maneuvered it back into the dock, and they say they're fighting for it to be repaired. And ultimately, the Freedom Flotilla is still fighting for the right to sail to Gaza. The other campaigns know what we're doing. Some of them, they may try to make a move. This isn't about one boat going to Gaza. This is about a flotilla. The overall destination is still freedom for the Palestinians of Gaza, and our course is still the conscience of humanity. 3 activists who are not on board during the interception have been arrested and charged. The remaining passengers have spent the night on board the ship under the watch of the local police and military, and are refusing to leave the boat in fear of also being arrested and having their vessel seized. 1 year ago, the Greek authorities cooperated as ships left from Greece to join the first Freedom Flotilla, including one vessel which left from this very port. Today the landscape is very different, and the Greek government has, in clear opposition to the wishes of its people, made Greece the new front line in Israel's blockade of Gaza. Hassan Ghani, Press TV, on board the Tahrir in Agios Nikolaos, Greece. OK. Alors, je m'excuse pour le fait que ça a été en anglais, mais on ne contrôlait pas tout. Je vais prendre 30 secondes pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas d'image pour ça, parce que moi, j'étais la seule personne sur ce bateau-là. Il y a un bateau sur la flottille qui a réussi à se rendre. À se rendre dans les eaux de Gaza. Ce bateau-là, c'est un bateau français qui est parti de Corse. Donc, le gouvernement grec n'avait pas le moyen de l'intercepter, de l'arrêter. Et donc, je suis parti de là et je suis allé rejoindre le bateau français. On s'est retrouvé 16 personnes. La majorité, c'est des Français, mais il y avait aussi un Suédois, un Grec, moi, un Marocain, non, excusez-moi, un Tunisien, qui était aussi à bord du bateau. Et nous, on est partis et on s'est rendu jusqu'aux eaux de Gaza. Rendu là, malheureusement, je n'ai pas d'image, puis je vais vous expliquer pourquoi. Ben, il y avait des gens d'Al Jazeera sur ce bateau-là. Donc, si on cherche, on peut vous trouver certains reportages d'Al Jazeera à l'époque. On était un tout petit bateau. Il y avait 16 personnes. Alors, pour vous donner, quand je dis un tout petit bateau, là, je parle d'un bateau qui va à peu près de la colonne là jusqu'ici. On ne parle pas de beaucoup plus petit que le bateau que nous avions, le bateau canadien. L'armée israélienne a envoyé 3 gros bateaux, des vrais bateaux de guerre avec des missiles, des hélicoptères, des machins sur l'eau, et 7 bateaux d'assaut pour entourer notre navire. Et là, ils ont lancé, nous ont arrosé avec les canons à eau. Pour être honnête, j'étais presque reconnaissant parce que ça faisait 5 jours que je ne m'étais pas lavé. Et donc, ça a envoyé un peu d'eau. Donc, face à part, c'était vraiment pas très agréable parce que le bateau était tout petit. Ils avaient 2 canons à eau sur nous en même temps. Quand ils nous arrosaient, littéralement, on ne portait plus par terre. Il fallait se tenir accroché, sinon on se retrouvait projeté par-dessus bord. Et à ce moment-là, ils se sont approchés et ils étaient sur les petits bateaux d'assaut, peut-être 150 soldats, avec des M16 et des pointeurs laser. Et là, on avait tous sur nous plusieurs petits points rouges. J'avoue que c'est la première fois que ça m'arrivait et j'étais pas particulièrement confortable dans ces circonstances-là. Alors éventuellement, ils ont réussi à aborder le navire. On a dit OK, on arrête ici. Là, nous, on n'avait pas d'armes, donc il n'y avait pas. Et on n'avait pas le rapport de force, même si on avait eu des armes, on aurait été éliminé instantanément. Donc, ils nous ont pris, et la chose qu'ils ont fait immédiatement, après nous avoir, mais vraiment très rapidement, dans quelques secondes, ils sont sautés 150 personnes sur ce petit bateau-là. Je me demande encore comment ils ont fait pour monter tous sur le bateau. Ils étaient littéralement accrochés comme des fourmis sur un morceau de sucre. Là. Tout le bateau était devenu noir. Ils nous pointaient tous avec des armes. Ils nous ont très rapidement mis des menottes, tout ça, transférés à bord des gros bateaux de guerre. Ils nous ont mis dans des cellules sur ces bateaux-là. Et ils nous ont emmenés dans les territoires israéliens. Alors, mais quand ils ont fait ça, nous, on avait réussi à se rendre jusqu'à la frontière des eaux territoriales de Gaza. On avait longé tout le long, on a traversé la Méditerranée et on s'est approché à partir de la hauteur d'Alexandrie. On a longé les eaux égyptiennes, mais on n'est pas rentré dans les eaux égyptiennes. Il y avait un bateau de guerre égyptien qui s'assurait qu'on ne rentrait pas en Égypte.
mais nous, on était peut-être 10 ou 15 mètres à l'extérieur. Le bateau égyptien était à une quinzaine de mètres. Et quand on est arrivé à la frontière, le bateau égyptien est retourné. Et là, les bateaux israéliens sont arrivés sur nous. L'équipement de communication que vous avez vu, les Français, je vais les remercier et les féliciter parce qu'ils ont été capables de se rendre jusque-là, mais ils étaient beaucoup moins bien équipés que nous. Donc, quand on a su qu'on pouvait aller à bord, j'ai amené avec moi l'équipement que vous avez vu tout à l'heure, et c'est avec cet équipement-là que les Français ont pu faire la chose. Le problème, ça a été qu'on avait pris la consigne, on avait raison. Tous les ordinateurs qu'on avait à bord du bateau, les équipements satellitaires, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelques instants avant l'attaque des Israéliens, c'est moi qui surveillais l'équipement de communication, on devait fixer le satellite à 4 pieds. On avait un très bon signal, 92-93%, et en quelques secondes, le signal est passé de 93% à 0. Ils avaient brouillé les ondes, les téléphones satellitaires ne fonctionnaient plus, le signal, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et donc, à ce moment-là, ils ont fait l'attaque. Une fois qu'ils ont eu fait l'attaque, là, la première chose qu'ils voulaient, c'était s'emparer de tout. On leur avait joué un petit tour, on avait tout bazardé à la mer avant qu'eux arrivent, mais ce qu'ils cherchaient, il y avait des gens qui avaient gardé les caméras, les puces de leur téléphone, tout ça, et c'est ça qu'ils cherchaient le plus avidement. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'image, parce qu'ils ont saisi tout le matériel. Ils ont gardé les caméras, les téléphones, et ainsi de suite, qui n'ont pas été jetés à la mer. Moi, j'ai été amené avec mes compagnons de voyage dans une prison israélienne où je n'ai pas été maltraité au sens où on ne m'a pas brutalisé, mais il y a une raison pour laquelle je n'ai pas été brutalisé. J'ai été interrogé pendant plusieurs heures, j'étais assis, menotté sur une chaise avec un projecteur dans le visage. Au début, ils avaient c'était deux officiers d'interrogatoire qui étaient là, qui me posaient des questions. J'ai refusé systématiquement de répondre à toutes les questions. Je disais, comme si j'étais un robot, mon nom est Stéphane Corriveau, je suis citoyen canadien, je veux parler au service consulaire et je veux parler à mon avocat. Ils pouvaient me demander le nom de ma mère, ils pouvaient me demander pourquoi j'étais là, ils pouvaient me poser toutes les questions du monde, mais la seule réponse que je leur donnais, c'était « Mon nom est Stéphane Corriveau, je suis citoyen canadien, je veux l'assistance consulaire, je veux parler à mon avocat. » Et je répétais ça comme un robot. Ils étaient vraiment pas très heureux de ma réponse. Après une demi-heure, au lieu d'être 2, ils étaient 3. Après un certain temps, au lieu d'être 3, ils étaient 4. Au lieu d'être 4, ils étaient 5, ils étaient 6. Et là, j'étais toujours 1, moi. Je ne trouvais pas ça très drôle. Ils étaient de plus en plus gros. Et ils parlaient de moins en moins français, de moins en moins anglais, de plus en plus hébreu. Et c'est évident que ce qu'ils se disaient, c'était « on va lui apprendre à vivre. On va lui donner une leçon, on va lui expliquer qui est le patron ici. » Si à ce moment-là, je n'ai pas vécu la violence directement, c'est pour, je dirais, 2 raisons. Une part, c'est mon passeport canadien, certainement. L'autre chose, c'est vous. Tout à l'heure, j'ai insisté beaucoup sur la liste des groupes et des organisations qui nous avaient appuyés. Le gouvernement israélien savait, et le gouvernement canadien savait que ces centaines d'organisations-là, qui représentaient des centaines de milliers de personnes, avaient appuyé notre voyage. Et donc, maltraiter les gens qui avaient participé à cette opération-là, c'était s'aligner pour un très grand scandale public. Donc, c'est pour ça aussi que je vous remercie sincèrement, parce que c'est vous qui m'avez protégé. Et même si le gouvernement israélien, les interrogateurs nous disaient « Non, tu n'auras pas d'assistance consulaire, non, tu n'auras pas d'avocat », bien, à la toute fin, il y a un 7e officier qui est rentré dans la salle, ça a duré peut-être 15-20 minutes, où là, les 6 autres se tournaient vers lui, de toute évidence, pour lui demander la permission de me battre. C'était le seul qui était en uniforme, et il y avait beaucoup de galons, et il faisait signe que non. Et puis après un certain temps, ils ont dit « Bon, ben, c'est assez, on passe à d'autres choses. » Ils m'ont envoyé, et à ce moment-là, il y avait des gens du consulat canadien qui m'attendaient à l'extérieur, pas de cette pièce-là, mais qui m'attendaient à l'extérieur de l'immeuble, qui ont été autorisés à rentrer, qui m'ont demandé si j'avais été brutalisé. J'insiste sur l'importance de l'appui que vous avez fait, qui a fait toute la différence. Ça aussi eu beaucoup d'impact au-delà de l'aventure que je viens de vous décrire. Il y a plusieurs pays européens qui n'avaient pas pris position sur la question du blocus. Les Irlandais, par exemple, maintenant le gouvernement irlandais, parce qu'on a fait tout ça, a pris position. Le gouvernement suédois qui n'avait pas pris position a finalement pris position contre le blocus. Il y a plusieurs pays européens donc, qui ont pris position contre le blocus. Ça, on a gagné ça. On a gagné ici aussi, littéralement, on a compté plus de 2500 articles de télévision et reportages télé, reportages radio qui ont été diffusés. Pendant tout l'ensemble d'opérations, on a été diffusé en Belgique, on a été diffusé, on avait des gens du journal Le Soir, on avait des gens du journal, les journaux danois, la télé nationale danoise, la télé nationale canadienne, Radio Moscou, la Pravda.
J'oublie la liste, mais il y avait vraiment... Donc, on a réussi à ramener la question du blocus, puis ramener la question des droits des Palestiniens à l'avant-plan, et ça a été à ce niveau-là un succès important. Ça a été aussi un succès important de démontrer qu'il y avait des centaines de milliers de personnes, littéralement à travers le monde, qui étaient prêtes à faire un effort pour que ça fonctionne. Et les Palestiniens, par dizaines, par centaines, les organisations palestiniennes nous ont envoyé des messages de remerciement pour avoir fait ça, en signe de reconnaissance, de dire on sait qu'on n'est pas oublié. Bon, on a perdu un peu de temps technique tout à l'heure, alors je vais sauter une petite étape. Je vais aller tout de suite à quelque chose qui est l'avenir. Parce que tout ça, c'est intéressant, mais c'est ce qu'on a fait. La question, c'est qu'aujourd'hui, la petite carte qu'on a vue, les Palestiniens, ils sont toujours dans leur petit machin. Alors, il y a... Oups, je me suis trompé, il faut m'excuser. C'est celui-ci. Ah, il y a autre chose. Et voilà. Je vais vous parler d'un truc qui s'appelle Bienvenue Palestine 2012. Bienvenue Palestine 2012, qu'est-ce que c'est? Depuis maintenant une quinzaine d'années, moi la première fois j'ai eu la chance d'aller en Palestine au milieu des années 80, je pouvais dire à l'aéroport Ben Gourion, je m'en vais à Ramallah ou je m'en vais à Gaza. Le douanier n'était pas heureux, il ne me souhaitait pas bon voyage, mais je pouvais y aller. Et à cette époque-là, il était relativement courant pour nous de réussir à faire venir des Palestiniens qui pouvaient sortir de Palestine et retourner en Palestine. Aujourd'hui, c'est devenu presque impossible pour des Palestiniens de sortir et de rentrer. Sortir, ça peut toujours finir par s'arranger, mais rentrer, c'est très très difficile. Enfin, surtout pour la bande de Gaza, même sortir, c'est devenu impossible, mais pour ceux des territoires de la Cisjordanie, c'est possible de sortir, très difficile de rentrer. Et c'est devenu tout simplement difficile pour des gens qui veulent leur apporter du soutien émotif, du soutien financier, du soutien technique, du soutien politique, d'aller aussi en territoire occupé. Donc, et l'autre chose dont vous avez sûrement entendu parler, c'est qu'il est pratiquement impossible maintenant de construire quoi que ce soit si on est un Palestinien avec un permis. C'est le gouvernement israélien, l'État israélien, l'armée israélienne contrôle toute la Cisjordanie, et disent en Cisjordanie, pour avoir le droit de construire ou de creuser un puits, construire une maison, vous devez avoir un permis de construction, comme n'importe où ailleurs dans le monde. En principe, on pourrait dire, OK, le problème, c'est qu'ils n'en émettent pas. Ils n'en font pas de permis. Personne ne peut avoir de permis de construction. Donc, tout le monde qui construit une maison, creuse un puits, fabrique une toilette à l'extérieur de sa maison, c'est illégal. Et régulièrement, les soldats israéliens arrivent et disent « Ah, cette maison-là a été construite sans permis » et ils détruisent la maison. Cette école-là a été construite sans permis, ils détruisent l'école. Alors, ce qui se passe, c'est donc une invitation qu'on a reçue. Il y a un groupe de Palestiniens qui a réussi à acheter un petit bout de territoire en Cisjordanie, qui a les plans et qui a les matériaux pour construire une école qui va de la garderie jusqu'à l'école de métier. Et qui dit, nous, on veut construire cette école-là avec ou sans permis, mais notre seule protection qu'on a, c'est la protection internationale. Un peu comme la protection que moi, j'ai eue quand j'étais dans la cellule. Eux, ils disent, ce qui peut protéger notre école, c'est le fait que des gens du monde entier vont y contribuer, et donc, les Israéliens vont y penser à deux fois avant de la détruire. Ils ont lancé un appel. À cet appel, des centaines de personnes ont déjà répondu, et on sait que ça va être plus de 1000. Ils ont dit, du 15 avril au 21 avril, on veut des gens de partout dans le monde qui viennent et qui nous donnent un coup de main à la construction. Bon, ici, on va mettre un bémol. Si moi, je vais construire l'école de Palestiniens, ce serait très dangereux pour les enfants palestiniens. Parce que le mur serait pas très bon. Ils veulent que les gens aillent pour faire un appui. Si des gens ont les compétences techniques, bien sûr, ils vont accepter les compétences techniques, mais ils veulent que les gens aillent pour faire un appui symbolique, se présenter sur place. Et donc, pendant une semaine, on va passer quelques heures à l'occasion sur le chantier, prendre des photos, témoigner de notre appui aux travailleurs palestiniens, aux travailleuses palestiniennes qui vont être là. Mais on va en profiter pour aller voir les groupes de Palestiniens qui, tous les jours, vivent les difficultés. Les groupes de Palestiniens qui travaillent sur les questions des droits humains, les groupes de paysans, les groupes qui essaient de faire sortir les prisonniers politiques, les groupes qui, on va aller faire de l'observation sur les checkpoints le long du mur de démarcation
quand les soldats israéliens font l'intimidation, et ainsi de suite. Et on va passer une journée pour aller visiter aussi, bien sûr, Jérusalem-Est, et aller voir des lieux qui peuvent être des lieux historiques intéressants pour tout le monde, à l'Aqsa, et les autres endroits qui méritent d'être vus à Jérusalem. Donc, pendant une semaine, on vivrait dans des familles palestiniennes qui sont prêtes à nous accueillir. Alors, sur le bateau, on avait un problème d'espace. On ne pouvait pas accueillir plus qu'un certain nombre de gens parce qu'il y avait une limite. Mais là, il n'y a pas de problème d'espace. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que je ne viens pas demander de l'argent, c'est vrai. Par contre, je viens vous demander quelque chose. On a besoin de gens qui viennent d'ici et qui disent « Moi, je me joins à ce groupe ». Ce groupe-là, il compte beaucoup de gens. J'essaie d'aller rapidement, on reviendra tout à l'heure. Parmi les gens qui l'appuient, il y a Monseigneur Toutou, Noam Chomsky, Monseigneur Gaillot en France, Jean Ziegler, un Suisse, bon, des Palestiniens, des dizaines d'organisations palestiniennes, des artistes d'ici, des artistes d'ailleurs. Alors, ce qu'on veut, c'est avoir le groupe le plus grand possible. Alors, ma demande maintenant, c'est de dire, écoutez, est-ce que c'est possible que de votre centre, il y ait 1, 2, 3 personnes qui se joignent au groupe? On ne cherche pas de l'argent, on cherche des volontaires qui veulent participer à cette mission-là. J'ai dit tout à l'heure que 2 choses m'avaient sauvé. Monsieur lève la main, bravo, merci. On va se parler. 2 choses m'ont sauvé, le passeport canadien et la pression publique. La pression publique, je suis en train de la construire avec vous maintenant. On fait des tournées, on recueille des appuis, la CSN a appuyé, la FTQ a appuyé. Il y a dans les jours, les semaines qui viennent, il y a d'autres groupes qui vont appuyer. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est des gens qui, bien sûr, nous, on le présente comme un critère pour garantir la sécurité. On veut des gens qui ont la citoyenneté canadienne. Je sais que tout le monde dans la pièce ici ne possède pas la citoyenneté canadienne. Par contre, j'ai dit une demi-vérité tout à l'heure. J'ai dit on ne veut pas d'argent. C'est vrai qu'on ne veut pas d'argent vraiment, dans le sens qu'on n'a pas à acheter. Les Palestiniens s'arrangent avec la construction de l'école. Ils ont les sous pour les matériaux, tout ça. Mais il y a des gens qui se sont portés volontaires, qui n'ont pas tous l'argent pour payer et le billet d'avion et les frais de séjour, qui ne sont pas très élevés. On parle de 200 $. Il y a des familles palestiniennes qui sont prêtes à nous accueillir pour 140 € pour la semaine. Donc, on ne parle pas d'une tonne d'argent, mais le billet d'avion coûte à peu près 1500 $, 1600 $. Donc, ça finit par faire 1800 $. Ça finit par faire autour de 2000 $ l'ensemble des dépenses. Donc, il y a des gens qui ont de la difficulté à payer. Donc, on veut des volontaires et soit vous vous arrangez au sein de votre groupe pour dire, ben nous, on va appuyer ces gens-là, ou vous dites, ben on a plus de gens qui sont prêts à donner, moins de gens qui sont en mesure de prendre l'avion avec nous, mais on va appuyer des gens qui viennent de d'autres groupes, de d'autres réseaux. On a une dizaine de personnes jusqu'à maintenant qui ont besoin d'aide, et on a au total une vingtaine de personnes qui ont soit, en comptant ces 10-là, on a au total 20 personnes qui ont acheté leur billet. Donc, on est 20 du Québec, il va y avoir au moins 1000 personnes qui vont participer à cette opération-là. La question que je vous pose ce soir, c'est qui d'entre vous est en mesure de se joindre à la mission qu'on organise pour aller en Palestine le 15 avril? Normalement, vous allez en parler entre vous, c'est normal. C'est sûr. Mais donc, le projet maintenant, c'est ça. On a besoin de volontaires. J'insiste sur le fait que ce n'est pas une mission dangereuse. Je veux dire, moi je suis allé, des tas de gens sont allés, il n'y a pas de risque physique, il y a des contraintes, bien sûr, qui fait qu'on minimise les dangers en disant on veut absolument des gens qui ont la citoyenneté canadienne, on construit un réseau de solidarité. Et il n'est pas question de poser des gestes qui peuvent être compris comme des gestes de menace physique auprès du gouvernement ou de l'État israélien. Mais on va prendre l'avion et on va se présenter à l'aéroport Ben Gourion, tous, et là il y a des gens qui vont venir de partout, d'Espagne, d'Italie, du Danemark, et ainsi de suite, qui vont se présenter tous le 15 avril et qui vont tous dire, ils vont tous avoir une lettre sur papier en tête de l'organisation palestinienne qui dit « Je viens participer à la construction de cette école ». Alors, les douaniers, et on va arriver en groupe, et donc les douaniers ont le choix de nous dire « Ok, bienvenue, vous arrivez, vous rentrez ». S'ils disent ça, il n'y a pas de problème, on est préparé, il y a des autobus qui nous attendent, qui vont être là à l'aéroport, avec des bannières, il y a des gens, des Palestiniens et certains Israéliens qui sont nés là, c'est pas de leur faute, qui sont contre la situation.
et qui vont nous attendre avec des bannières. Les médias vont être là, donc si on réussit à traverser, il n'y a pas de problème. Si on ne réussit pas à traverser, c'est déjà arrangé, il y a des avocats qui vont nous attendre, les services consulaires vont être mobilisés à l'avance, et la seule conséquence, c'est qu'on est enfermé pendant quelques heures, au plus un jour, 2 jours, le temps au fond que les Israéliens trouvent des billets d'avion pour nous retourner là d'où on vient. Alors, et ça, c'est à leurs frais, le retour. C'est une des questions qui revient souvent, c'est eux qui nous, qui nous rapatrient. C'est ça la situation et c'est ça le projet qu'on fait actuellement. Alors, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps d'écouter ma présentation. Je m'excuse des petits contretemps techniques qu'on a eus. On a aussi, j'avais une autre vidéo à vous présenter, mais je voyais le temps qui passait. Mais je vous remercie sincèrement, encore une fois, pour l'appui que vous nous avez donné. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée maintenant. Et surtout, à travers les messages que les Palestiniens nous ont envoyés, je vous remercie en leur nom de l'appui que vous avez fait et de l'appui que je sais qu'ils peuvent encore compter sur vous maintenant. Merci beaucoup.